Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un pirate. L'idée, c'est de décortiquer les cyberattaques, de comprendre leur mécanique pour, bien sûr, apprendre à mieux s'en protéger. Commençons avec un chiffre qui interpelle. 26%. C'est l'augmentation des nouvelles intrusions dans le cloud en 2024 par rapport à l'année précédente. Ça nous montre bien que les menaces ne font pas que persister, elles évoluent et s'accélèrent. C'est pourquoi il est devenu absolument crucial de comprendre comment pensent les attaquants. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord s'intéresser au paysage des menaces, puis on verra comment les pirates dénichent les faiblesses, comment ils passent de la vulnérabilité à l'attaque concrète, et surtout comment bâtir ses défenses numériques. On terminera sur l'idée que c'est une bataille qui ne s'arrête jamais, c'est tout le parcours d'une cyberattaque qu'on va suivre ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première chose à bien saisir, c'est qu'une cyberattaque, ce n'est presque jamais le fruit du hasard. C'est une opération réfléchie, préparée, avec des motivations et des objectifs très clairs. Et donc, quelles sont ces motivations ? Eh bien, sans grande surprise, le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent. Que ce soit pour piquer de l'argent sur des comptes, voler des numéros de carte bleue ou des données qui seront revendues, le but final est presque toujours le profit. Et pour y arriver, toutes les techniques sont bonnes, y compris le phishing, ces fameux emails frauduleux cochus pour tromper la vigilance. Ok, maintenant, comment est-ce qu'un pirate s'y prend ? La toute première étape, ce n'est pas l'attaque elle-même. Non, c'est bien plus subtil. C'est une phase d'écoute, d'observation. L'analogie du cambrioleur est parfaite. Avant de passer à l'acte, il fait du repérage. Il étudie les habitudes, il cherche la petite faille, la fenêtre mal fermée. Dans le jargon, cette phase de repérage, on appelle ça la reconnaissance. Le principe est simple. Amasser un maximum d'informations sur une cible en utilisant uniquement des données publiques, accessibles à tous. Et c'est là que ça devient fascinant et un peu effrayant. La quantité d'informations qu'on peut dénicher sans déclencher la moindre alerte est incroyable. Et ça, c'est un vrai casse-tête pour la défense. Et pour ça, les techniques sont nombreuses et créatives. L'une des plus puissantes, ce sont les Google Docs. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'art d'utiliser Google comme un scanner de vulnérabilité. En utilisant des commandes de recherche très avancées, un attaquant peut forcer Google à lui montrer des choses qui ne devraient jamais être publiques, des pages de connexion, des fichiers sensibles, des documents confidentiels. C'est une vraie mine d'or. Ajoutez à ça des outils spécialisés en OSINT, l'intelligence en source ouverte, et vous obtenez une carte ultra détaillée de la cible. Bon, une fois que la carte du territoire est dessinée, l'attaquant passe à l'étape suivante, une phase beaucoup plus active. C'est le moment de scanner, de cartographier la surface d'attaque. En gros, il va commencer à tâter le terrain, à vérifier quelles portes sont ouvertes et lesquelles sont fermées. Et pour ça, il y a un choix stratégique à faire, la vitesse ou la précision. On peut utiliser des outils comme Nmap, très lent, mais incroyablement détaillé. Ou alors son opposé, Mascan, le TGV du scan, qui peut balayer des pans entiers d'Internet en quelques minutes. Le choix se fait donc entre une approche de chirurgien, discrète, et une approche plus massive et rapide. Alors, que cherche-t-il exactement avec ces scans ? Eh bien, la moindre petite brèche. Ça peut être un port ouvert qui n'a rien à faire là, un service qui tourne avec une version logicielle vulnérable, une application pas à jour. Chaque petit oubli, chaque négligence peut devenir une autoroute pour l'attaquant. Trouver la faille, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'étape critique, c'est celle où l'on passe de la vulnérabilité à la brèche. C'est le moment où l'attaquant frappe, où l'observation se transforme en action et où la menace devient bien réelle. Et regardez ce chiffre. Une brèche sur 5 est causée par l'exploitation de vulnérabilités connues. C'est absolument énorme. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, les attaquants n'ont même pas besoin d'être des génies. Ils exploitent simplement des failles que tout le monde connaît, mais que personne n'a pris le temps de corriger. C'est un peu comme laisser la clé sous le paillasson. Le processus est assez méthodique. D'abord, on identifie la vulnérabilité. Ensuite, on trouve un exploit, le petit bout de code qui permet de en tirer profit. Troisième étape, on obtient un premier accès. Mais ça ne s'arrête pas là. L'objectif final, c'est la persistance, s'installer confortablement et s'assurer qu'on peut revenir plus tard, en toute discrétion. Et ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est l'existence d'outils comme le Metasploit Framework. C'est une sorte de boîte à outils du pirate qui automatise une bonne partie du travail. Il contient une immense base de données d'exploits prêts à l'emploi. Ça a terriblement démocratisé le piratage. Ok, on a vu le côté obscur. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment, la défense. Comment on arrête tout ça ? Comment on passe du statut de cible potentielle à celui de défenseur aguerri ? La grande question est donc, comment on riposte ? Une bonne défense, ce n'est pas un mur unique. Non, c'est comme un oignon, c'est une succession de couches. Il faut se protéger au niveau du réseau, mais aussi au niveau de chaque machine.
Prenons quelques exemples. Au niveau du réseau, on peut utiliser des techniques comme le DHCP snooping pour éviter que quelqu'un se fasse passer pour un autre appareil. Et au niveau de l'hôte, sur un ordinateur, le chiffrement est roi. Quand on voit le petit cadenas dans son navigateur, c'est le protocole TLS qui travaille pour rendre les données illisibles. Chaque technique est une barrière de plus. Justement, pour lutter contre une technique bien connue, le sniffing, qui consiste à écouter le réseau, le chiffrement est l'arme absolue. C'est pour ça que l'utilisation du HTTPS est devenue la norme. Ce petit S assure que la conversation entre le navigateur et le site web est privée, protégeant ainsi mots de passe et données personnelles. Mais au-delà de la technique pure, une énorme partie de la sécurité repose aujourd'hui sur la gestion de l'identité. L'idée n'est plus seulement de bâtir des forteresses, mais de s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès, et uniquement à ce dont elles ont besoin. Ça passe par l'authentification multifacteur, le fameux MFA, et le principe du moindre privilège. Et tout ça nous amène à une conclusion importante. La cybersécurité, ce n'est pas un projet qu'on termine et qu'on archive, c'est un processus, une bataille sans fin qui demande une vigilance et une adaptation permanente. Parce qu'en face, les attaquants, eux, ne s'arrêtent jamais d'innover. Nos défenses doivent donc être vivantes. Ça implique de faire des mises à jour régulières, de tester sa propre sécurité, de rester informé et de développer une vraie culture de la sécurité où chacun se sent concerné. S'il y a une chose à retenir, c'est que la sécurité est un verbe d'action. La première étape, c'est de comprendre son adversaire. C'est en adoptant la mentalité de l'attaquant qu'on peut construire les défenses les plus robustes. La vraie question n'est pas « mes portes sont-elles verrouillées maintenant ?», mais plutôt « seront-elles toujours aussi sûres demain ?»